Grand angle consacré ce soir à l'itinéraire d'un juif hassidique devenu écrivain. Shulem Din a été membre de l'une des communautés hassidiques les plus extrêmes et les plus isolées des États-Unis. Marié à l'âge de 18 ans et père de 5 enfants, il ne connaissait rien du monde extérieur. Un jour, il allume la radio avant de se rendre dans une bibliothèque, puis sur Internet, où il met en branle tout son système de croyances via un blog qui s'appelle Hassidique Rebelle. Bonsoir Shulem Din, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes donc écrivain et vous êtes l'auteur de ce livre, Celui qui va vers elle ne revient pas. C'est aux éditions Globe. Alors tout le monde ne connaît pas forcément le judaïsme hassidique. C'est quoi au juste, en quelques mots, le hassidisme ? Le hassidisme, pour résumer très rapidement aujourd'hui, c'est un séparatisme et un rejet du monde. Ce sont des gens qui sont ultra-religieux, mais il y en a qui ne rejettent pas le monde extérieur, alors que les juifs hassidiques rejettent le monde extérieur. Ils ont peur que cela influence la pureté et la concentration de leurs pratiques spirituelles. Vos parents, Shulem Din, étaient des hippies aux États-Unis avant de se convertir à ce judaïsme ultra-orthodoxe. Vous, c'est à l'adolescence que vous faites le choix d'intégrer cette communauté hassidique qui s'appelle Skver, S-K-V-E-R. C'est à New Square, ça se trouve à 1 heure de route de New York. Comment est-ce qu'on vit concrètement tous les jours dans cette communauté ? La vie à New Square est concentrée autour du Rebbe, le guide suprême. Je ne veux pas faire de comparaison trop hasardeuse, mais c'est un peu une sorte d'ayatollah. C'est quasiment une théocratie. Les gens sont extrêmement dévoués au Rebbe, mais aussi les uns aux autres. Donc il y a certains aspects qui sont très surprenants et très négatifs selon moi, mais il y a aussi des aspects de cette communauté qui sont... C'est très chaleureux, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'hospitalité, et c'est ça qui m'a attiré vers cette communauté au départ, quand j'étais adolescent. La façon dont cette communauté vous accueille, c'est quelque chose qui est très difficile à trouver en dehors de communautés fermées comme celle-là. Alors il y a un séparatisme social avec des écoles spécifiques, des magasins spécifiques, il y a des quartiers donc séparés, parfois physiquement, fermés pendant le Shabbat, il y a aussi la tenue. De quoi étaient faites vos journées en fait? Vous étudiez le Talmud, vous étudiez la Torah tous les jours, toute la journée? En tout cas, dans ma jeunesse et en les premières années de ma vie d'adulte. Pour un homme, l'objectif est de passer le plus de temps possible à étudier. Une fois qu'on a une famille, quand on se marie, qu'on a des enfants, on attend de vous, en tout cas dans la communauté où j'étais, à ce que vous sortiez et que vous trouviez des moyens de subvenir aux besoins de votre famille. La plupart des familles sont d'ailleurs très nombreuses. Dans la communauté où j'étais, c'était très normal d'avoir 12 enfants et je connaissais des familles avec 18 enfants et même 21. Et donc il faut bien aller vivre une vie qui permette de trouver des moyens de subsistance pour eux. Mais on doit en permanence se consacrer à ces obligations religieuses. Donc quand on n'est pas en train d'étudier ou quand on n'est pas au travail, en fait on doit étudier. Et le reste du temps, on doit prier. Et toujours se concentrer à cette implication qu'on a pour nos principes religieux. Et vous racontez dans ce livre, Shulem Din, justement les obsessions du péché, de la pureté, le rideau aussi dans le bus pour séparer les femmes et les hommes. On est à seulement 1 heure, je le disais, de New York. À partir de quand et comment est-ce que vous allez, vous, intérieurement, vous poser des questions sur cette vie que vous menez ? J'ai commencé à me poser des questions à la vingtaine. J'ai commencé à réaliser qu'on me disait des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies. Ça a commencé par des petites choses. J'ai eu l'impression qu'il y avait cette espèce de culte de la personnalité autour de notre Rebbe, notre leader spirituel, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelqu'un de mauvais, mais pas forcément un saint non plus. C'était un humain comme tout le monde. Ça a été pour moi une des premières choses que j'ai remises en cause. Ensuite, j'ai commencé à remettre en cause l'autorité des Rebbe et l'autorité du Talmud, puis celle
de la Bible et qu'est-ce qui est vraiment la parole de Dieu. Donc ça a été une progression. D'abord, j'ai remis en cause des façons de vivre et ensuite certains aspects du judaïsme ultra-orthodoxe et du judaïsme en général. Alors, humainement, ce n'est pas facile à vivre. Vous écrivez d'ailleurs, c'est très fort, les doutes étaient pires que les mauvaises pensées, plus inquiétants, plus perturbants. Ça veut dire quoi? Oui, en général, on a tendance à penser que si on a des idées de péché, des tentations, des envies de faire des choses qu'on n'est pas censé faire, c'est humain. Mais avoir des doutes, voir sa foi ébranlée, ça c'est extrêmement dangereux, c'est considéré comme extrêmement dangereux. C'est un des pires chemins que peut suivre votre esprit. On attend de vous que vous ne remettiez jamais en cause aucun des préceptes fondamentaux. On peut remettre en cause certains aspects de la loi, mais pas les fondamentaux, pas les bases. Et on ne peut même pas penser à ces doutes sur ces bases. Et ça, c'est extrêmement problématique pour moi au sujet des religions fondamentalistes en général. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé le chemin de la liberté en vous rendant clandestinement, pour commencer, dans une médiathèque de la ville voisine? Racontez-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça vous a fait? Il y a différents types de liberté. Il y a la liberté d'esprit, de cœur, et puis la liberté physique. J'ai trouvé la liberté d'esprit à un certain moment, je crois. J'ai senti que je ne croyais plus à des choses qui ne me semblaient pas vraies, que je ne sentais pas être vraies, et je me sentais libre de cesser d'y croire. C'est arrivé à un certain moment, mais ça a été un problème pour moi parce que j'étais mariée. J'avais 5 enfants et pour me sortir de cette situation, c'était extrêmement problématique. Mais c'était aussi le seul monde que je connaissais d'un point de vue culturel. Même si j'ai grandi à New York, je ne connaissais rien du monde extérieur. Je n'avais jamais vu de film, je n'avais jamais regardé la télévision, j'avais à peine déjà vu des journaux. Donc je pouvais cesser de croire aux principes fondateurs de notre communauté, mais où allais-je aller ensuite? C'était ça le problème. Alors, dans votre livre, vous racontez des anecdotes qui s'enchaînent, avec parfois des scènes cocasses. Un jour, vous vous échappez, d'ailleurs pour la première fois de New Square. Vous rêvez d'entrer dans un bar de Manhattan, de commander un gin tonic. Et je vous vois sourire, vous ne savez pas à l'époque ce que c'est un gin tonic. Et vous vous apercevez que vous êtes en fait dans un bar de New York, un bar fréquenté par la communauté gay. Comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là? Je me suis enfui. Je ne savais pas du tout si c'était OK pour moi d'être dans un bar gay alors que je ne l'étais pas. Je n'étais jamais rentré dans un bar avant. J'étais très curieux. Je m'étais promené à Manhattan. J'avais vu qu'il y avait des bars plutôt sportifs, d'autres plutôt romantiques. Et je me demandais toujours ce que les gens y faisaient. Et quand j'ai eu le courage d'entrer, je me suis rendu compte que je ne savais pas si j'avais ma place là. Je devrais ajouter que depuis, je suis allée dans beaucoup de bars bien plus agréables. Et que vous connaissez d'autres cocktails que le gin tonic, on imagine. Vous écrivez aussi la liberté a un prix. Vous en payez le prix puisque vous ne pouvez plus voir aujourd'hui vos 5 enfants. Et parmi vos 5 enfants, il y a 2 filles et vous écrivez à leur sujet ce qui comptait pour Dziri et Freddy, 2 de vos filles. Donc ce n'était pas mes convictions religieuses ou les détails de ma façon de vivre, mais le fait que de mon plein gré, je me sois placé dans le camp de ceux qu'on leur apprenait à fuir et qu'ainsi je les ai déshonorés. Ce qu'elles voulaient, c'était un père qui ne soit pas l'incarnation de la vilainie qu'on leur avait appris à détester. Quand on lit votre livre, Shulem Deen, on se dit qu'en creux, vous livrez la clé en fait du succès de tous les intégrismes. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il s'agisse des fondamentalistes juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes et encore bien d'autres religions, et peut-être même d'idéologie politique. C'est qu'en fait, tout cela ne doute pas, il n'y a pas de place au doute, ce sont des vérités assénées. C'est ça la force des intégrismes? Yes, oui. Je dirais que le défaut principal du fondamentalisme, c'est que ça supprime la pensée critique, ça empêche la pensée critique. Et même le simple instinct humain
qui parfois vous pousse à vous opposer à ce qu'on vous enseigne. Le fondamentalisme réprime ça. Donc je pense que la religion en général insiste sur le fait de croire des choses pour lesquelles on n'a pas forcément de preuves, mais le fondamentalisme, lui, insiste sur le fait qu'on doit accepter des choses même quand on n'a pas du tout envie de les accepter. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et on le précise, nuisible et parfois dangereux. Parfois dangereux. Et on le précise, il ne s'agit bien entendu pas là du judaïsme, mais bien entendu du hassidisme, qui est très minoritaire dans la religion juive. Ceci est dit. Une question peut-être, est-ce qu'on parle politique aussi dans cette communauté? On sait par exemple que les Haredim sont très critiques, notamment de la politique de l'État d'Israël et du sionisme, notamment pour des raisons religieuses. Est-ce que c'est le cas de la communauté hassidique et est-ce qu'on parle de l'État d'Israël dans cette communauté de New Square? La communauté hassidique aux États-Unis, de façon générale, n'a pas de position officielle sur les questions relatives à Israël. Soit ce sont des positions non sionistes et dans certaines parties du monde hassidique anti-sionistes. Il y a les Satmar notamment, groupe auquel j'ai appartenu quand j'étais enfant avant de rejoindre la communauté d'Osfer. Ils sont connus pour être antisionistes, férocement antisionistes. La plupart des groupes hassidiques sont plutôt non-sionistes. Ce ne sont pas des prises de position très fortes sur les questions politiques en Israël. Ils prennent position sur des questions politiques qui les affectent aux États-Unis. Quand vous avez de grandes familles, vous devez compter sur le gouvernement pour subvenir à leurs besoins. Donc ils ont des relations très proches avec l'État, du niveau local au niveau national. Alors dernière question, ce n'est pas facile, il nous reste une vingtaine de secondes. Que vous a apporté l'écriture? L'écriture m'a tout apporté. Il n'y a rien au monde qui me donne plus de plaisir aujourd'hui que, pas forcément l'écriture, mais le fait d'avoir écrit. En fait, le moment où on écrit, c'est difficile, mais le résultat, la production, il n'y a rien qui soit plus agréable au monde, qu'il s'agisse d'un livre ou d'un essai plus court. Je ne dirais pas que c'est ma religion, mais en tout cas, c'est de ça que je tire le plus de satisfaction. Belle métaphore pour conclure. Merci beaucoup, Shulem Din. Celui qui va vers elle ne revient pas. Édition Globe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.